Dans la cabine feutrée de la première classe d'un vol Air Étoile, reliant Zurich à Paris, un cri perçant déchira l'ambiance ouatée, comme un éclair fendant un ciel d'orage. Reculez immédiatement à l'arrière de l'avion, où j'appelle la sécurité. La voix, tranchante comme une lame, appartenait à Sophie Martin, une hôtesse de l'air blonde, impeccablement sanglée dans son uniforme bleu marine, dont le badge luisait sous les lumières tamisées. Le jazz doux, distillé par les haut-parleurs Bose, s'évanouit dans le silence qui suivit, comme si la musique elle-même avait retenu son souffle. Toutes les têtes se tournèrent, les regards convergeant vers une femme assise au siège 2A. Claire Dubois, 62 ans, était là, immobile, son manteau de laine gris perlé de gouttelettes d'eau, ses cheveux argentés légèrement humides, conséquence d'un plateau d'eau glacée qu'une main maladroite, ou peut être pas si maladroite, venait de renverser sur elle. Son visage, marqué par les années mais empreint d'une dignité tranquille, ne trahissait aucune émotion. Elle ne dit rien. Pas un mot. Ses yeux, d'un brun profond, se levèrent lentement vers Sophie, qui la toisait avec une autorité froide, teintée de mépris. « Vous n'avez pas l'air d'appartenir à la première classe », lâcha l'hôtesse, sa voix basse mais venimeuse. « Évitons de rendre cela désagréable. » Claire, toujours impassible, répondit d'un ton mesuré. « Mon billet dit le contraire. » Sophie ne daigna pas vérifier. Elle n'en avait cure. Son regard glissa sur le manteau usé de Claire, sur ses chaussures noires, simples mais robustes, sur ses mains dépourvues de bijoux ostentatoires. Dans cette cabine où les costumes sur mesure et les sacs en cuir verni régnaient en maître, Claire semblait une intruse, une anomalie. Avant que quiconque ne puisse intervenir, un bruit sec claqua dans l'air. Ohne Gifle, la main ouverte de Sophie s'était abattue sur la joue de Claire, un geste si soudain qu'il arracha un hoquet collectif aux passagers. Un homme d'affaires en costume 3 pièces, un verre de whisky à la main, s'étrangla à moitié. Une femme élégante, 2 rangées plus loin, murmura à son compagnon. « Qu'est-ce qu'une vieille concierge fait ici, franchement ?» Mais Claire ne scia pas. Elle ne cria pas, ne pleura pas. Sa joue rosit légèrement sous l'impact, mais son regard resta fixe, presque serein. Lentement, elle plongea la main dans son sac en cuir, patiné par le temps, et en sortit un appareil gris, discret, sans logo ni fioriture. Elle le porta à son œil droit, un bip discret. L'écran s'alluma. Code R. Autorisation Racine confirmée. Claire tapa 5 mots. Grève éthique. Niveau 1. Moi. Puis elle pressa. Envoyé. Sans un mot, sans un geste superflu. Personne dans la cabine ne remarqua le signal qui quittait l'appareil, filant à travers les airs jusqu'à un serveur sécurisé au siège d'Ethixiel, à Paris. Personne ne vit l'alerte rouge clignoter sur les écrans de contrôle. Personne ne savait que 92 avions privés, à cet instant précis, allaient être cloués au sol parce qu'ils avaient osé humilier celle qu'ils prenaient pour une simple passagère. Claire Dubois, la femme au manteau froissé, était bien plus que cela. Elle était l'architecte du système qui décidait qui avait le droit de voler. Et aujourd'hui, elle venait de le mettre en pause. Une demi-heure plus tôt, Claire avait embarqué dans l'avion avec la discrétion du nombre. Pas de bagages de marque, pas de montre clinquante, juste ce manteau de laine gris, un sac en cuir usé et une démarche assurée, celle d'une femme habituée à être sous-estimée. Le tunnel d'embarquement sentait le kérosène et un vague parfum de nettoyant citronné, typique des aéroports internationaux. En entrant dans la cabine de première classe, Claire croisa Sophie Martin, qui accueillait un couple avec une chaleur exagérée. « Monsieur et Madame Lefebvre, quel plaisir de vous revoir !» s'exclama l'hôtesse, tout sourire, en prenant le manteau en cachemire de Madame Lefebvre avec une révérence presque théâtrale. « Vos sièges, un A et un B, comme toujours. » Puis vint le tour de Claire. Pas de sourire, pas de bonjour. Juste un regard rapide, presque clinique. « Bonjour », dit Claire, poliment, avec cet accent discret de la Normandie, sa région natale. Sophie cligna des yeux, puis fronça les sourcils. « Excusez-moi, vous êtes du personnel ?» demanda-t-elle, sa voix légère mais teintée de suspicion. Claire marqua une pause, un sourcil légèrement relevé. « Non, je suis passagère. » Sophie la jaugea de haut en bas, notant le manteau un peu trop simple, les chaussures trop pratiques, les cheveux gris soigneusement coiffés, mais sans artifice. « Le personnel de soutien embarque généralement par la porte arrière, » répondit-elle, un sourire forcé aux lèvres, comme si elle corrigeait une erreur évidente. Claire ne se laissa pas démonter. « Je ne suis pas du personnel. Je suis en 2A. » Sophie ne demanda pas à voir le billet. Elle se contenta de s'écarter avec un petit rire, murmurant à mi-voix. Sans doute une erreur de siège de dernière minute. Claire avança dans l'allée, sentant les regards des autres passagers, des cadres en costumes impeccables, des femmes en tailleur griffé,
se posait sur elle. Une voix chuchota derrière elle. Cette vieille dame a dû être surclassée par erreur. Arrivée à son siège, Claire s'installa, posa son manteau sur ses genoux et ouvrit son téléphone. L'écran afficha son billet électronique. Siège 2A, délégué éthiciel, code RGUNP. Tout était en règle. Mais elle savait comment fonctionnait ce jeu. On ne lisait pas les codes, on lisait les apparences. Elle tourna son regard vers la fenêtre, où les pistes de l'aéroport de Zurich scintillaient sous un ciel gris. Claire venait de décliner une invitation à prendre la parole au Forum mondial éthiciel, préférant l'anonymat à la lumière des projecteurs. Mais à cet instant, elle regrettait presque ce choix. Dans un monde obsédé par les apparences, son silence devenait une arme à double tranchant. Les autres passagers, eux, ne voyaient qu'une femme âgée, hors de place dans leur bulle de luxe. Dans la cabine, les flûtes de champagne tintaient doucement. Sophie passait de siège en siège, distribuant des sourires et des serviettes chaudes aux passagers des rangées 1A, 1B, 2B, 3A. Elle s'arrêta même pour ajuster l'oreiller d'un homme d'affaires, un certain monsieur Delacroix, qui la remercia d'un hochement de tête satisfait. Mais lorsqu'elle passa devant le siège 2A, celui de Claire, son plateau vacilla juste assez pour que l'eau glacée du seau à champagne éclabousse les pantalons de laine de Claire. Pas un mot d'excuse, pas un regard, juste un silence glacial. Claire baissa les yeux sur la tache qui s'élargissait, puis, sans un mot, sortit un mouchoir de son sac et tamponna l'eau. À quelques sièges de là, une jeune femme, Amélie, la trentaine, écouteurs vissés aux oreilles et tablette sur les genoux, lança un regard furtif à Claire avant de détourner les yeux, mal à l'aise. 2 rangées derrière, un homme en costume gris, Monsieur Delacroix, murmura à sa voisine, une femme aux lunettes de soleil relevées sur le front. Pourquoi une femme comme elle est dans notre section? Sa compagne, plongée dans un magazine de mode, haussa les épaules. Sûrement une erreur administrative. Claire entendit chaque mot. Elle n'était pas surprise. Elle connaissait ce ton, ce murmure qui disait « Elle n'a pas sa place ici », enrobée de velours mais trempée dans le jugement. Plus le prix du billet était élevé, plus les regards étaient froids. Lorsque les lumières de la cabine s'atténuèrent pour le décollage, Sophie revint avec un plateau de serviettes chaudes. Une fois encore, elle passa devant le siège de Claire sans s'arrêter. Cette fois, Claire parla. « Excusez-moi, puis-je avoir une serviette ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais ferme. Sophie s'arrêta, la regarda comme si elle la découvrait pour la première fois, et répondit « Je reviens tout de suite ». Elle ne revint pas. Claire resta immobile, le dos droit, les mains posées sur ses genoux. Elle n'était pas en colère, elle analysait. Ce n'était pas une simple impolitesse, c'était un schéma qui ne venait pas d'une mauvaise journée, mais d'une culture où l'on cessait de voir les autres comme des êtres humains. Ce que ses passagers et cet équipage ignoraient, c'est que ce vol n'était pas seulement en route vers Paris. Il était audité par la femme qui avait écrit les règles du ciel. À peine l'avion eut-il atteint son altitude de croisière que Claire se leva discrètement pour se rendre aux toilettes. Ses mains étaient encore humides de l'eau renversée, mais ce n'était pas la raison de son déplacement. Elle avait besoin de 30 secondes d'intimité. Dans l'espace exigu du cabinet de toilette, elle verrouilla la porte et sortit à nouveau son appareil gris. Aucun logo, juste une bande biométrique et un écran. Elle le porta à son œil. Un clignotement, authentification confirmée. Elle fit défiler plusieurs options d'urgence, s'arrêtant sur une intitulée grille éthique, surcharge racine, activation silencieuse. Elle appuya. Une impulsion discrète quitta l'appareil, se connectant au siège d'Éthiciel à Paris, puis rebondissant à travers 17 grappes de serveurs. Pas d'alarme, pas de lumière clignotante, juste un changement imperceptible. Le protocole de surveillance éthique de ce vol était désormais en streaming en temps réel vers l'autorité fédérale de l'aviation. Tout était enregistré. De retour à son siège, Claire remarqua que Sophie riait avec le couple Lefebvre en 1B. « Cette femme ressemble à quelqu'un qui s'est trompé de bus », murmura l'hôtesse, oubliant que la cabine n'était pas insonorisée. Claire, toujours calme, revint s'asseoir. Elle regarda Sophie et dit doucement « Vous devriez faire attention à vos paroles. » Sophie cligna des yeux, surprise. « Pardon ?» Mais Claire ne répéta pas. Elle boucla sa ceinture, replia son manteau sur ses genoux et attendit. Dans la cuisine de l'équipage, les hôtesses s'agitaient. Julien, un jeune steward à peine sorti de sa formation, vérifia nerveusement la liste des passagers sur sa tablette. Quelque chose clochait, le nom de Claire Dubois était marqué d'un drapeau, un code interne. RGUNP. Il pâlit. « Sophie, il y a un problème avec la passagère en 2A, murmura-t-il. Mais avant qu'il ne puisse réagir, l'intercom grésilla. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant.
Nous venons de recevoir une alerte technique. Nous resterons en attente dans ce couloir aérien quelques minutes supplémentaires. Claire ne sourit pas. Sous son souffle, elle murmura. Le système voit, maintenant. Voyons qui d'autre verra. À cet instant, 92 vols, à travers le réseau des étoiles, ralentiraient, s'arrêtèrent, observèrent. Dans les tours de contrôle, des écrans clignotaient. À Roissy-Charles de Gaulle, un agent de gate, Marc, reçut une alerte. Grève éthique. Vol 847. Anomalie signalée. Code Racine CD. Les initiales signifiaient tout. Claire Dubois, fondatrice d'Ethixiel, architecte du système qui régissait les autorisations de vol. Un contrôleur senior plissa les yeux devant l'alerte rouge. Attendez, c'est sérieux? Vérifiez la chaîne de traçabilité. Si c'est son code, c'est contraignant. Ils vérifièrent. C'était elle. En quelques minutes, 92 avions de 5 compagnies aériennes furent bloqués dans des boucles d'attente. Les retards s'accumulaient. Les jets privés se voyaient refuser l'accès aux pistes de 6 grands aéroports. Dans la cabine, Sophie continuait de plaisanter avec un passager, ignorant la tempête qu'elle avait déclenchée. Claire, elle, sirotait un gobelet d'eau, toujours sans serviette, toujours sans excuse. Dans le cockpit, le copilote reçut un message codé sur son canal interne. Son visage blêmit. « Commandant, nous sommes sous drapeau éthique. Code Racine. » Le commandant tourna la tête. « Vous plaisantez? Non, monsieur. » La femme en 2A. Ses identifiants viennent d'apparaître. C'est elle. Ils fixèrent l'écran de surveillance de la cabine. Claire, calme, le dos droit, les yeux clos. Elle possède une partie du système, murmura le copilote. Elle peut bloquer toutes nos portes d'embarquement. Pendant ce temps, le canal d'urgence de l'autorité de l'aviation civile s'alluma. Ethixiel avait envoyé un avertissement de conformité silencieux, violation des droits des passagers, grève d'autorisation de route en attente. Chaque cadre qui reçut l'alerte comprit, ce n'était pas juste une question d'image, c'était une crise opérationnelle fédérale. À bord, Sophie, toujours ignorante, marmonna à un collègue. « Je ne sais pas pourquoi nous sommes bloqués, sans doute la météo. » Claire, elle, regardait les nuages défiler par la fenêtre. Parfois, la justice ne rugit pas. Parfois, elle atterrit en silence. Mais le silence de Claire Dubois n'était pas celui de la résignation. C'était celui d'une femme qui savait que le ciel lui-même répondait à ses ordres. Dans l'ombre feutrée du siège 2A, Claire Dubois restait immobile, son regard fixé sur les nuages qui dansaient sous l'aile de l'avion Air Étoile. La cabine, autrefois baignée d'une arrogance confortable, vibrait désormais d'une tension palpable. Les murmures des passagers, les tintements des verres de champagne, tout s'était tu, remplacé par un silence inquiet, comme si l'air lui-même retenait son souffle. À l'arrière, dans la cuisine de l'équipage, Sophie Martin, l'hôtesse à l'origine de l'affront, riait encore, inconsciente de la tempête qu'elle avait déclenchée. Mais au siège d'Ethixiel, à Paris, les écrans clignotaient frénétiquement. Et les cadres supérieurs d'Air Étoile, à des milliers de kilomètres, sentaient leur téléphone vibrer d'alerte urgente. Claire, elle, n'avait rien fait d'autre qu'appuyer sur un bouton, un seul. Et pourtant, ce simple geste avait mis en pause 92 vols, figé des œufs entiers et fait trembler une compagnie aérienne. Elle n'était pas une passagère ordinaire. Elle était la créatrice d'Ethixiel, le système qui régissait les autorisations de vol, une femme dont le pouvoir ne se mesurait pas en cris ou en gestes ostentatoires, mais en lignes de code et en principes inflexibles. Ce pouvoir, invisible aux yeux des autres, était sur le point de réécrire les règles du ciel. Dans le cockpit, le commandant, Philippe Renaud, un vétéran grisonnant de l'aviation, fixait l'écran de contrôle avec une incrédulité croissante. « C'est elle », murmura le copilote. Un jeune homme nerveux nommé Antoine, Claire Dubois. Ses identifiants sont confirmés. Code Racine RGUNP. Elle contrôle une partie du système Ethixiel. Philippe se passa une main sur le front, comme pour chasser un mauvais rêve. « Vous voulez dire que la femme que Sophie a giflée peut bloquer nos routes aériennes ?» Antoine hocha la tête, sa voix tremblante. « Pas seulement les nôtres, commandant, tout le réseau. Si elle active un niveau 2, on ne décollera plus de sitôt. » Philippe jura à voix basse, un mot rare pour un homme habitué à garder son calme. Il se tourna vers l'écran de surveillance de la cabine. Claire, toujours au siège 2A, était là, immobile, son manteau gris soigneusement plié sur ses genoux, ses yeux clos comme si elle méditait. Elle ne semblait ni en colère ni triomphante, juste présente. Une présence qui pesait plus lourd que les moteurs de l'avion. « Il faut agir », dit Philippe. « Maintenant. » Pendant ce temps, à Roissy-Charles de Gaulle, le centre de contrôle d'Air Étoile était en ébullition. Marc, un technicien au sol, fixait son écran,
où une alerte rouge clignotait sans relâche. Grève éthique. Vol 847. Anomalie signalée. Code racine CD. Il relut le message, incrédule, puis appela son supérieur, un homme bedonnant nommé Gilles. « Monsieur, c'est sérieux. Le code vient de Claire Dubois. La Claire Dubois. » Gilles, qui sirotait un café tiède, manqua de s'étouffer. « La fondatrice d'Ethixiel? Celle qui a conçu le système ?» Marc hocha la tête. « Elle est sur le vol 847 et elle a activé une grève éthique de niveau 1. » Gilles reposa sa tasse, le visage blême. « Combien de vols sont touchés ?» Marc consulta son écran. « 92 pour l'instant, et ça s'étend. Les hubs de Lyon, Toulouse et Nice signalent des retards. Les jets privés sont cloués au sol à Genève et à Londres. » Gilles se leva d'un bond. « Appelez le siège, tout de suite. » Au siège d'Air Étoile, à Paris, l'ambiance était tout aussi chaotique. Dans une salle de réunion vitrée, une demi-douzaine de cadres supérieurs, tous en costumes impeccables, fixaient leur téléphone comme s'ils pouvaient conjurer l'alerte par la seule force de leur volonté. Isabelle Morel, la directrice des opérations, tapa du poing sur la table. « Comment a-t-on pu laisser ça arriver? Une passagère giflée en première classe? Par une hôtesse ?» Elle se tourna vers le responsable des ressources humaines, un homme nerveux nommé Laurent. « Qui est cette Claire Dubois, et pourquoi son nom fait trembler tout le monde ?» Laurent, les mains tremblantes, ouvrit une tablette et fit défiler un dossier. Claire Dubois, 62 ans, ingénieure en informatique. Née à Rouen. Elle a fondé Ethixiel il y a 30 ans, après avoir travaillé pour l'autorité de l'aviation civile. Elle a conçu le système qui gère les autorisations de vol pour toutes les compagnies affiliées. Elle détient une part majoritaire du consortium technologique qui le contrôle. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Isabelle cligna des yeux. « Vous voulez dire qu'elle peut littéralement arrêter nos avions ?» Laurent hocha la tête. « Et pas seulement les nôtres. Toute compagnie utilisant Ethixiel. Si elle passe au niveau 2, on risque une suspension fédérale. » À bord du vol 847, l'atmosphère devenait de plus en plus tendue. Sophie Martin, toujours ignorante de la gravité de son acte, continuait de servir des amuse-bouches aux passagers des premières rangées, son sourire professionnel intact. Mais Julien, le jeune steward, était de plus en plus agité. Il s'approcha de Sophie dans la cuisine de l'équipage, sa tablette à la main. « Sophie, il faut que tu vois ça. » La passagère en 2A, son nom est marqué d'un code prioritaire. RGUNP. Ça veut dire quelque chose de grave. Sophie haussa les épaules, agacée. C'est juste une vieille dame qui s'est trompée de classe. Elle n'a rien à faire ici. Julien insista, sa voix tremblante. Non, Sophie. Ce n'est pas une erreur. Elle est importante. Vraiment importante. Sophie éclata d'un rire sec. Importante? Avec ce manteau qui sent la naphtaline? Allons, Julien, retourne à ton poste. Mais Julien ne bougea pas. Il savait, au fond de lui, que quelque chose d'énorme se tramait. Dans la cabine, les passagers commençaient à sentir que quelque chose n'allait pas. Monsieur Delacroix, l'homme d'affaires en costume gris, tapait frénétiquement sur son téléphone, consultant les alertes de vol. « Pourquoi sommes-nous toujours en attente ?» murmura-t-il à sa voisine, la femme aux lunettes de soleil. « J'ai une réunion à Paris dans 3 heures. » Sa voisine haussa les épaules, mais son regard glissa vers Claire, qui restait silencieuse, presque invisible. Amélie, la jeune femme à la tablette, avait retiré ses écouteurs. Elle avait entendu les murmures, capté les regards. Discrètement, elle tapa le nom Claire Dubois sur son moteur de recherche. Une série d'articles apparut. La femme qui a réécrit l'éthique de l'aviation. L'ingénieure normande derrière Ethixiel. Une révolution silencieuse dans les cieux. Amélie écarquilla les yeux. Elle se pencha vers sa voisine, une adolescente nommée Léa, qui voyageait seule pour la première fois. « Tu sais qui est la dame en 2A » murmura-t-elle. Léa, intriguée, secoua la tête. Amélie lui tendit son écran. Elle a créé le système qui contrôle les vols. Et je crois qu'elle vient de le bloquer. Léa, une jeune fille de 16 ans aux cheveux tressés, lut l'article, ses yeux s'illuminant d'admiration. « Elle a l'air incroyable » souffla-t-elle. Flashback. 30 ans plus tôt, Claire Dubois, alors une jeune ingénieure fraîchement diplômée, travaillait dans un petit bureau à Rouen. Fille d'un ouvrier et d'une couturière, elle avait grandi dans l'ombre des falaises normandes, où les rêves d'aviation semblaient aussi lointains que les étoiles. Mais Claire avait une obsession, rendre les cieux justes. À l'époque, les plaintes des passagers, discrimination, mauvais traitement, abus de pouvoir, étaient balayées sous le tapis par les compagnies aériennes. Claire,
avec son esprit méthodique et sa détermination tranquille, avait décidé de changer cela. Elle avait passé des nuits blanches à coder, à concevoir un système qui lierait chaque vol à un score éthique, un système où les compagnies seraient tenues responsables de leurs actes. Ethixiel était né dans un garage, financé par ses maigres économies et soutenu par un professeur d'université qui croyait en elle. Aujourd'hui, ce système était le cœur battant de l'aviation mondiale, un réseau invisible qui surveillait chaque vol, chaque équipage, chaque interaction. Mais Claire n'avait jamais cherché la gloire. Elle préférait l'ombre, les réunions discrètes, les améliorations silencieuses, jusqu'à ce vol, où l'ombre s'était transformée en lumière. De retour dans la cabine, le commandant Philippe Renaud prit une décision. Il déboucla sa ceinture, ajusta sa casquette et quitta le cockpit. Les passagers levèrent les yeux, surpris. Un commandant qui sortait en plein vol était rare. Il s'arrêta devant le siège 2A, son visage grave mais respectueux. « Madame Dubois », dit-il, sa voix portant à travers la cabine. « Au nom d'Air Étoile, je tiens à vous présenter mes excuses les plus sincères pour ce que vous avez vécu aujourd'hui. Cela ne reflète pas nos valeurs. » Sophie, qui préparait un plateau de snacks à l'avant, se retourna, perplexe. « Des excuses ? Pourquoi ?» demanda-t-elle, assez fort pour que tout le monde l'entende. Philippe serra la mâchoire. « Nous sommes sous un examen éthique fédéral, » répondit-il, sans la regarder. « À cause de votre comportement. » Sophie blêmit. « À cause d'elle ?» lança-t-elle, pointant Claire du doigt. « Cette femme ?» Philippe ne répondit pas. Il se tourna à nouveau vers Claire. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le-moi. » Claire ouvrit les yeux, son regard clair et direct. « Commencez par dire à votre équipage qui je suis, » répondit-elle. Sa voix douce, mais inflexible. Un murmure parcourut la cabine. « Qui je suis ?» Ces mots résonnèrent comme une sentence. Monsieur Delacroix, l'homme d'affaires, tapa à nouveau sur son téléphone. Une recherche rapide. Une photo en noir et blanc apparut. Claire Dubois, lors d'une conférence à Genève, il y a 10 ans. La femme qui a réécrit l'éthique de l'aviation. Il pâlit. « C'est elle », murmura-t-il à sa voisine. « Elle dirige Ethixiel. » La femme aux lunettes de soleil baissa son magazine, incrédule. « Vous voulez dire qu'elle peut arrêter nos vols ?» À quelques sièges de là, Amélie, galvanisée, commença à taper sur sa tablette. Elle ouvrit son compte sur les réseaux sociaux et posta. Sur le vol 847, une femme incroyable vient de tenir tête à une hôtesse injuste. Elle s'appelle Claire Dubois, et elle contrôle le ciel. Ethixiel. Le message, accompagné d'une photo floue de Claire, prise discrètement, devint viral en quelques minutes. Léa, l'adolescente, lut le post et sourit. « Elle est comme une super-héroïne » murmura-t-elle. Amélie hocha la tête. « Une super-héroïne qui n'a pas besoin de cape. » Au siège d'Air Étoile, la panique montait. Isabelle Morel reçut un appel de l'autorité de l'aviation civile. « Vous avez 2 heures pour répondre à la grève éthique », dit une voix froide au bout du fil. « Sinon, vos autorisations de vol international seront suspendues. » Isabelle raccrocha, le visage livide. Elle se tourna vers Laurent. « Trouvez-moi tout ce qu'on a sur Claire Dubois. » Et préparez une réunion d'urgence avec le PDG. À bord, Sophie commençait à sentir la pression. Julien, le jeune steward, lui montra sa tablette. Sophie, c'est partout sur les réseaux. Les gens parlent d'elle. Ils disent qu'elle a le pouvoir de fermer la compagnie. Sophie éclata d'un rire nerveux. Ridicule, elle n'est qu'une vieille femme en cardigan. Mais son rire s'éteignit lorsqu'elle vit le regard de Julien. Il n'y avait plus de doute. Elle avait fait une erreur. Une erreur monumentale. Claire, elle, restait calme. Elle sortit un carnet de son sac, un vieux carnet en cuir où elle notait des idées, des pensées, des bribes de code. Elle écrivit une phrase. « Le pouvoir n'est pas dans le bruit, mais dans la responsabilité. » Puis elle referma le carnet et regarda par la fenêtre. Elle ne voulait pas détruire Air Étoile. Elle voulait le réparer. Mais pour cela, il devait comprendre qu'une gifle n'était pas juste un geste. C'était un symptôme d'un système qui tolérait l'arrogance, qui fermait les yeux sur l'injustice, qui jugeait les gens sur leur apparence plutôt que sur leur humanité. Claire avait passé sa vie à combattre ce système. Et aujourd'hui, elle allait lui donner une leçon. Dans la cabine, Amélie continuait de poster sur les réseaux sociaux, ses messages attirant des milliers de réactions. Ethixiel devint un hashtag tendance. Léa, inspirée, griffonna une note sur son carnet. « Je veux être comme elle un jour, une femme qui change les choses. » À l'arrière, Julien murmura à un autre steward.
On est dans le pétrin. Sophie, pour la première fois, sentit une goutte de sueur perler sur son front. Elle s'approcha de Claire, hésitante, mais avant qu'elle ne puisse parler, l'intercom grésilla à nouveau. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant. Nous amorçons notre descente vers Paris. Veuillez regagner vos sièges. » Claire boucla sa ceinture, son visage toujours impassible. Mais à l'intérieur, elle savait que ce n'était que le début. Le vrai combat commencerait au sol, là où les systèmes se réécrivent, là où les cieux apprennent à respecter ceux qu'ils transportent. Lorsque l'avion d'Air Étoile toucha le tarmac de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, un silence inhabituel enveloppa la cabine de première classe. Comme si chaque passager, chaque membre d'équipage, retenait son souffle. Les roues glissèrent doucement sur la piste, mais l'atterrissage n'avait rien d'ordinaire. Claire Dubois, assise au siège 2A, son manteau de laine gris soigneusement plié sur ses genoux, restait impassible. Ses yeux, fixés sur les lumières scintillantes de l'aéroport à travers le hublot, ne trahissaient ni triomphe ni colère. Pourtant, à cet instant précis, elle était le centre d'une tempête qu'elle avait déclenchée avec une précision chirurgicale. Les murmures qui avaient autrefois jugé son apparence, une vieille dame, une erreur de surclassement, s'étaient tus. À leur place, un respect prudent, presque craintif, emplissait l'air. Les passagers, désormais conscients de son identité, échangeaient des regards furtifs. Amélie, la jeune femme à la tablette, continuait de faire défiler les notifications sur son téléphone, son post sur les réseaux sociaux, accompagné du hashtag « #EthiqueCiel », avait dépassé les 100 000 partages. Léa, l'adolescente aux cheveux tressés, serrait son carnet contre sa poitrine, les yeux brillants d'admiration. Sophie Martin, l'hôtesse qui avait osé gifler Claire, se tenait à l'avant, son visage pâle, ses mains tremblantes agrippées à son plateau. Le commandant Philippe Renaud, lui, venait de recevoir une dernière alerte sur son canal interne. Grève éthique confirmée. Action immédiate requise. Claire, elle, n'avait pas besoin de vérifier son appareil gris. Elle savait que le système qu'elle avait construit, EthiqueCiel, parlait désormais pour elle. Et ce qu'il disait changeait tout. À l'extérieur, sur le tarmac, un véhicule noir aux vitres teintées attendait, flanqué de 2 officiers de l'autorité de l'aviation civile, leur badge bien visible. Ils n'étaient pas là pour accueillir un dignitaire ou escorter un VIP. Ils étaient là pour enquêter. Les caméras de la cabine avaient tout enregistré. La gifle, les mots méprisants, l'eau renversée. Chaque seconde était désormais archivée dans les serveurs d'EthiqueCiel, accessibles aux autorités fédérales. Alors que les portes de l'avion s'ouvraient, Claire descendit lentement, sans hâte, son sac en cuir usé à l'épaule. Aucun traitement de faveur, aucun tapis rouge. Mais lorsqu'elle traversa le terminal, les agents de gate, les officiers de sécurité et même un pilote qui passait par là se redressèrent légèrement, comme par instinct. Pas par peur, mais par reconnaissance. Car on ne humilie pas impunément la femme qui a écrit les règles du ciel. Une jeune agente, Aïssa, la trentaine, s'approcha timidement. « Madame Dubois, murmura-t-elle, je voulais juste vous dire merci. Pour ce que vous faites, pour ce que vous avez construit. » Claire lui adressa un léger signe de tête, un sourire discret. « Faites-le mieux, répondit-elle doucement. C'est tout ce qui compte. » Au siège d'Air Étoile, à Paris, la panique avait atteint son paroxysme. Dans une salle de conférence au mur de verre, les cadres supérieurs étaient réunis autour d'une table en acajou, leurs visages tendus. Isabelle Morel, la directrice des opérations, tapait nerveusement sur son stylo, tandis que Laurent, le responsable des ressources humaines, faisait défiler des rapports sur sa tablette. Le PDG, Vincent Lemaire, un homme à l'allure imposante, mais au regard inquiet, entra dans la pièce, son téléphone à la main. « C'est une catastrophe », lança-t-il sans préambule. 92 vols bloqués. Des pertes estimées à 18 millions d'euros en 3 heures. Et maintenant, l'autorité de l'aviation civile menace de suspendre nos routes internationales. Il se tourna vers Isabelle. « Qui est cette femme? Et pourquoi personne ne l'a vue venir ?» Isabelle, les lèvres pincées, répondit « Claire Dubois, fondatrice d'EthiqueCiel. Elle détient une autorité racine sur le système qui gère nos autorisations de vol. Elle peut nous clouer au sol indéfiniment. » Vincent s'assit lourdement, passant une main dans ses cheveux. « Et elle veut quoi, exactement? Une compensation? Une excuse publique ?» Laurent secoua la tête. « Elle veut un changement. Elle a envoyé un addendum au protocole EthiqueCiel. Si nous le signons, elle désactive la grève. Sinon, » il laissa la phrase en suspens. Vincent jura à voix basse. « Appelez-la. Maintenant. »
À bord, pendant ce temps, Sophie Martin venait de recevoir une notification sur sa tablette professionnelle. Examen éthique urgent. Cas Neudré 847-112. Statut, en attente de suspension. Elle lut le message, puis le relut, ses mains tremblant si fort qu'elle faillit lâcher l'appareil. Julien, le jeune steward, s'approcha, inquiet. « Sophie, tu vas bien ?» Elle ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur l'écran, où un autre message venait d'apparaître. Ne plus interagir avec la passagère à autorité Racine. Elle murmura, comme pour elle-même. « Mais je ne savais pas. » Julien posa une main sur son épaule. « Tu aurais dû vérifier son billet, Sophie. Tu aurais dû écouter. » À l'arrière, Amélie et Léa discutaient à voix basse. Léa, les yeux brillants, écrivait dans son carnet. « Je veux être ingénieur comme elle. Je veux construire des systèmes qui protègent les gens. » Amélie, émue, posta un autre message sur les réseaux sociaux. Claire Dubois n'a pas seulement arrêté un vol. Elle a rappelé au monde que la dignité n'a pas de prix. Éthique-ciel. Le message, partagé par des milliers d'internautes, atteignit même les bureaux de journalistes parisiens, qui commencèrent à creuser l'histoire. Claire, elle, était déjà loin. Dans le terminal, elle traversa la foule sans se presser, ignorant les regards curieux. Elle s'arrêta à un kiosque pour acheter un café, un simple expresso, et s'assit sur un banc, son sac posé à côté d'elle. Elle ouvrit son carnet en cuir et relut la phrase qu'elle avait écrite plus tôt. « Le pouvoir n'est pas dans le bruit, mais dans la responsabilité. » Puis elle ajouta une ligne, et la responsabilité commence par l'écoute. Elle referma le carnet et but une gorgée de café, savourant le calme avant la tempête qu'elle savait imminente. Car ce n'était pas fini. Loin de là, Éthique-ciel, son système, n'était pas seulement un outil de surveillance. C'était une arme qu'elle avait forgée avec soin. Non pas pour détruire, mais pour reconstruire. Et aujourd'hui, elle allait exiger qu'Air Étoile signe un nouveau contrat, un addendum au protocole Éthique-ciel qui imposerait une surveillance en temps réel des interactions avec les passagers, des évaluations trimestrielles obligatoires pour les équipages, et une politique de tolérance zéro contre la discrimination, supervisée par un tiers indépendant. Si Vincent Lemaire refusait, elle activerait le niveau 2 de la grève, bloquant non seulement Air Étoile, mais tous ses partenaires internationaux. Les pertes s'élèveraient à des milliards, et Claire savait qu'il le savait. Quelques heures plus tard, Claire reçut un appel. Elle était dans un taxi, en route vers son appartement modeste dans le 11e arrondissement de Paris, un quartier vibrant où les cafés bohèmes côtoyaient les ateliers d'artistes. Elle décrocha son appareil gris, celui qui n'avait ni logo ni caméra, juste un pouvoir immense. « Madame Dubois », dit une voix nerveuse, celle de Vincent Lemaire. « Je suis le PDG d'Air Étoile. Nous souhaitons vous rencontrer. » Immédiatement, Claire répondit calmement, « Je suis disponible demain matin. À votre siège. Envoyez-moi l'heure. » Elle raccrocha sans attendre de réponse. Le chauffeur du taxi, un homme d'une cinquantaine d'années nommé Karim, la regarda dans le rétroviseur. « Vous êtes quelqu'un d'important, on dirait, » dit-il avec un sourire. Claire rit doucement. « Non, juste quelqu'un qui fait son travail. » Karim haussa les épaules. « Vous savez, ma fille veut devenir pilote. Elle dit que les cieux sont pour tout le monde. » Claire hocha la tête, touchée. « Elle a raison. Et je vais m'assurer que ça reste vrai. » I pray. Le lendemain, Claire entra dans le siège d'Air Étoile. Un bâtiment moderne aux lignes épurées. Tout en verre et acier. Dans le quartier de la Défense. Elle n'avait pas d'escorte, pas de mallette, juste son sac en cuir et sa présence, qui semblait remplir la pièce avant même qu'elle ne parle. Dans la salle de conférence, Vincent Lemaire et son équipe l'attendaient, leurs visages tendus. Isabelle Morel, Laurent et une poignée d'autres cadres étaient assis autour de la table, des dossiers empilés devant eux. Vincent se leva, tentant un sourire. « Madame Dubois, au nom d'Air Étoile, je tiens à m'excuser pour l'incident d'hier. Ce n'était pas représentatif de nos valeurs. » Claire ne s'assit pas. Elle posa son sac sur la table et croisa les bras. « Vos valeurs, dit-elle, sa voix calme mais tranchante, sont écrites dans vos manuels de formation, vos audits internes, vos protocoles. Et pourtant, une de vos hôtesses a jugé acceptable de me gifler parce que mon manteau ne coûtait pas assez cher. » Un silence pesant s'installa. Isabelle tenta d'intervenir. « Nous sommes prêts à offrir une compensation, un don à votre fondation, une déclaration publique. » Claire l'interrompit d'un geste. « Je ne veux pas d'argent, je veux votre signature. » Elle fit glisser un dossier sur la table. À l'intérieur, l'addendum au protocole Éthique-ciel, un document de 10 pages détaillant des mesures radicales. Surveillance en temps réel des interactions avec les passagers, formation obligatoire sur la déontologie, audit indépendant,
et une clause de tolérance zéro pour tout comportement discriminatoire. Signé, dit Claire, et je désactive la grève. Pas de scandale médiatique, pas de panique chez vos actionnaires, pas d'interdiction d'accès aux terminaux fédéraux. Vincent hésita, son regard passant du dossier à Claire. « Et si nous refusons ?» demanda-t-il. Claire sourit, un sourire froid, presque imperceptible. 14 aéroports internationaux recevront un avis d'embargo éthique. Vos routes commerciales, d'une valeur de 3 milliards d'euros, disparaîtront avant midi. Un cadre murmura. Elle bluffe. Claire le fixa. Essayez-moi. 10 minutes plus tard, Vincent signa. Ce n'était pas gracieux, ce n'était pas joyeux, mais c'était officiel. Air Étoile devenait la première compagnie aérienne française à adopter le protocole renforcé d'éthique ciel. En quittant le siège, Claire passa devant un groupe d'internes dans le hall, des jeunes d'à peine 25 ans, les yeux écarquillés. « C'est elle » chuchota l'un d'eux. « Claire Dubois » répondit une autre, une jeune femme nommée Camille, la femme qui a réécrit l'aviation. Claire se tourna légèrement, leur offrant un sourire. « Faites-la plus humaine que moi » dit-elle. « La prochaine version vous appartient. » Puis elle disparut dans l'ascenseur, laissant derrière elle un silence admiratif. Dans les semaines qui suivirent, le monde changea. Air Étoile ne se contenta pas d'adopter le protocole. Elle en fit un étendard. Des affiches dans les aéroports, des spots publicitaires à la télévision, même des vidéos avant les vols proclamaient leur engagement pour une aviation éthique. D'autres compagnies suivirent, certaines à contre-cœur, d'autres avec fierté, toutes par nécessité. Car une fois la grève éthique rendue publique, les passagers commencèrent à choisir les compagnies selon leur score éthique ciel et les aéroports imposèrent des seuils minimums pour l'accès aux portes d'embarquement. Sur les réseaux sociaux, éthique ciel devint un cri de ralliement porté par des milliers de voix, dont celle d'Amélie, qui continuait de partager l'histoire de Claire, et celle de Léa, qui annonça sur son compte qu'elle s'inscrivait à une école d'ingénieurs. « Pour être comme Madame Dubois », écrivit-elle. Claire, elle, ne cherchait pas la lumière. Elle refusa les interviews, déclina les médailles. Elle passait ses journées à bénévoler dans un programme de mentorat pour jeunes dans l'aviation, à Paris. Un après-midi, lors d'un atelier, Léa, qui avait pris un train depuis sa banlieue pour y assister, s'approcha d'elle. « Madame Dubois, pourquoi n'avez-vous pas simplement poursuivi Air Étoile en justice? Vous auriez pu tout prendre. » Claire sourit doucement. « Parce que l'objectif n'est pas de détruire un système, Léa, c'est de le réparer. » Un autre étudiant, un garçon timide nommé Samy, leva la main. « Vous pensez vraiment qu'une personne peut changer autant de choses ?» Claire hocha la tête. « Une personne avec des principes? Oui, une personne avec du pouvoir? Pas toujours. Mais quand les deux se rencontrent et qu'on les utilise correctement, on ne change pas seulement un vol. On change une industrie. » Ce soir-là, Claire rentra chez elle, dans son appartement simple du 11e arrondissement. Pas de marbre, pas de meubles clinquants, juste des plantes, des livres et le doux crépitement d'un vieux vinyle de Charles Aznavour. Elle s'assit sur son balcon, une tasse de thé à la main, et regarda les étoiles scintiller au-dessus de Paris. Elle n'avait pas besoin des gros titres, des alertes, des caméras. Elle savait que quelque chose de mieux avait pris son envol. Quelques jours plus tard, elle embarqua pour un vol commercial, anonyme, comme toujours. À bord, une jeune hôtesse, à peine plus âgée que Léa, s'approcha d'une mère nerveuse avec un enfant en bas âge. Elle s'agenouilla, offrit des écouteurs à l'enfant et sourit. Pas pour les caméras, pas pour les points, juste par humanité. Claire, assise à quelques rangées, observa la scène. « C'est comme ça que ça doit être », murmura-t-elle pour elle-même. Car parfois, les révolutions ne sont pas bruyantes. Elles commencent par un silence, une gifle, un refus d'accepter l'injustice. Et de là, elles s'élèvent, jusqu'à réécrire les cieux. L'histoire de Claire Dubois dans Le silence qui commande les cieux est bien plus qu'un simple récit d'un affront en plein vol. C'est une méditation profonde sur le pouvoir, la dignité et la responsabilité dans un monde souvent aveuglé par les apparences. En tant que Française, cette histoire résonne particulièrement car elle incarne des valeurs chères à notre culture, l'élégance dans la retenue, la force dans la discrétion et l'engagement pour la justice sociale. À travers le parcours de Claire, nous sommes invités à réfléchir sur la manière dont nous percevons les autres, sur la responsabilité que confère le pouvoir et sur la nécessité de construire des systèmes qui protègent l'humanité de chacun. Voici mes réflexions sur cette histoire captivante, les leçons qu'elle nous enseigne et la manière dont nous pouvons les appliquer dans notre vie quotidienne. Dans une société française où l'élégance et le raffinement sont souvent célébrés, l'histoire de Claire Dubois nous rappelle une vérité essentielle. La véritable valeur d'une personne ne se mesure pas à son apparence. Claire, avec son manteau de laine gris et ses chaussures simples, est jugée par Sophie Martin
et les autres passagers comme une intruse dans l'espace luxueux de la première classe. Ce jugement hâtif, ancré dans des préjugés sociaux, est un miroir de notre propre tendance à évaluer autrui sur des critères superficiels, vêtements, statut, âge. En France, où l'esthétique et le style occupent une place centrale, il est facile de tomber dans ce piège. Mais Claire, par son silence et sa dignité, démontre que le vrai pouvoir ne réside pas dans les apparences, mais dans les principes et les actions. Cette leçon peut être appliquée dans nos interactions quotidiennes. Combien de fois avons-nous jugé un collègue, un voisin ou un inconnu sur la base de son apparence ou de son comportement, sans chercher à comprendre son histoire? À Paris, dans les cafés animés du Marais ou sur les bancs des écoles de province, nous croisons des gens qui, comme Claire, portent en eux une richesse invisible. En apprenant à écouter avant de juger, à poser des questions plutôt que des étiquettes, nous pouvons cultiver une société plus inclusive, fidèle à l'idéal républicain de fraternité. L'une des qualités les plus frappantes de Claire est sa retenue. Face à l'humiliation, une gifle, des mots méprisants, un verre d'eau renversé, elle ne cède ni à la colère ni à l'envie de revanche. Elle répond par un silence calculé, une action précise. L'activation du code éthique. Cette retenue reflète une valeur profondément française, celle de l'élégance morale, où la force ne s'exprime pas par des cris, mais par des gestes mesurés et puissants. Dans la culture française, marquée par des figures comme Simone de Beauvoir ou Albert Camus, qui ont défendu leurs idées avec une clarté tranquille, Claire incarne cette idée que le véritable pouvoir est celui qui agit sans éclat superflu. Dans nos vies, cette retenue peut nous guider dans des situations de conflit. Que ce soit dans une dispute familiale, une tension au travail ou un désaccord avec un ami, nous pouvons choisir de répondre avec calme et détermination. Comme Claire. Plutôt que de réagir impulsivement, nous pouvons prendre le temps de réfléchir, d'agir avec intention et de chercher des solutions qui restaurent la justice sans détruire les relations. Par exemple, face à une injustice au bureau, au lieu de hausser le ton, nous pourrions, comme Claire, documenter les faits, alerter les bonnes personnes et proposer des changements constructifs. Cette approche, bien que difficile, est souvent plus efficace pour créer un impact durable. Claire Dubois n'est pas seulement une victime dans cette histoire. Elle est une femme qui détient un pouvoir immense, celui de contrôler le système éthique-ciel. Pourtant, elle choisit de l'utiliser non pas pour punir, mais pour réformer. Lorsqu'elle exige que Vincent Lemaire signe l'addendum au protocole éthique-ciel, elle ne cherche pas à détruire Air Étoile, mais à l'obliger à devenir meilleur. Cette responsabilité dans l'exercice du pouvoir est une leçon universelle, mais elle prend une résonance particulière dans le contexte français, où l'histoire est marquée par des débats sur l'usage éthique de l'autorité et des révolutions aux réformes sociales modernes. Dans notre vie quotidienne, nous détenons tous une forme de pouvoir, même modeste. L'influence sur nos proches, la capacité à prendre des décisions au travail, ou simplement la voix que nous portons dans notre communauté. L'histoire de Claire nous invite à réfléchir. Utilisons-nous ce pouvoir pour construire ou pour diviser? Par exemple, un manager dans une entreprise peut choisir d'écouter ses employés et de corriger les injustices, comme Claire l'a fait à grande échelle. Un parent peut enseigner à ses enfants l'importance de la dignité en leur montrant l'exemple. En France, où les manifestations et les débats citoyens sont une tradition, nous pouvons utiliser notre voix pour défendre des causes justes comme l'égalité ou l'accès à l'éducation, avec la même rigueur éthique que Claire. L'un des aspects les plus inspirants de l'histoire est la création d'Éthique-Ciel par Claire. Ce système, né de son désir de protéger la dignité des passagers, montre que les grandes idées peuvent naître dans l'ombre et transformer le monde. En France, pays de grandes institutions et de réformes sociales, cette idée résonne profondément. Claire nous rappelle que les systèmes, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une école ou d'une communauté, doivent être conçus pour protéger les plus vulnérables, pas pour renforcer les privilèges des puissants. Dans nos propres cercles, nous pouvons appliquer cette leçon en participant à la création ou à l'amélioration des structures qui nous entourent. Par exemple, dans une association de quartier, nous pouvons proposer des règles qui garantissent l'inclusion de tous, comme des réunions accessibles aux personnes à mobilité réduite. À l'école, nous pouvons militer pour des programmes qui sensibilisent les jeunes à la diversité et à la tolérance. Comme Claire, nous pouvons être des architectes discrets, travaillant dans l'ombre pour bâtir un monde plus juste. L'histoire de Claire ne se termine pas par sa victoire personnelle, mais par un mouvement plus large. Le hashtag #Éthique-Ciel, les messages d'Amélie, l'admiration de Léa, tout cela montre que le courage d'une personne peut inspirer un changement collectif. En France, où la solidarité et les mouvements citoyens ont façonné l'histoire, des grèves ouvrières aux manifestations pour l'égalité,
Cette idée est particulièrement puissante. Claire ne cherche pas la gloire, mais son action allume une étincelle qui se propage, des réseaux sociaux aux salles de réunion, jusqu'au couloir du pouvoir. Cette leçon nous encourage à croire en l'effet papillon de nos actions. Un geste, un mot, un choix peut inspirer d'autres à agir. Par exemple, partager une idée sur les réseaux sociaux, comme Amélie, peut sensibiliser des milliers de personnes. Soutenir un jeune, comme Claire avec Léa, peut changer une vie. En France, où le débat public est vibrant, nous pouvons contribuer à ce changement en participant à des discussions, en votant pour des politiques éthiques ou en soutenant des initiatives locales. Pour intégrer ces leçons dans notre vie, nous pouvons commencer par de petits actes. Écoutons avant de juger. Comme Claire face aux préjugés. Agissons avec retenue dans les conflits, en privilégiant la réflexion à la colère. Utilisons notre influence, même modeste, pour défendre la justice, que ce soit au travail ou dans notre communauté. Enfin, inspirons-nous de Claire pour construire ou améliorer des systèmes, une association, un projet, une règle, qui protège la dignité de tous. Dans une société française où l'individualisme peut parfois l'emporter, ces gestes nous rappellent l'importance de la fraternité et de la responsabilité collective. Cette histoire de Claire Dubois n'est pas seulement un récit, c'est un appel à l'action. Si vous croyez, comme nous, que la dignité ne devrait jamais dépendre de votre siège ou de votre apparence, alors agissez. Cliquez sur j'aime pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo pour que l'histoire de Claire inspire d'autres à défendre la justice. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires qui changent le monde. Et dans les commentaires, dites-nous « Je crois en des cieux justes » si vous pensez que le protocole éthique ciel devrait être obligatoire pour toutes les compagnies aériennes. Ensemble, faisons en sorte que les cieux et la terre soient des lieux où chacun a sa place.